Bonjour les troisièmes, nous allons prendre la suite de ce document sur lequel je vous expliquais ce qu'était la radioactivité, l'instabilité de noyaux d'atomes qui ont trop ou pas assez de neutrons, ou dans le cas du radium et du polonium, des atomes qui sont trop gros et qui petit à petit se cassent en libérant des rayonnements très pénétrants. Alors ces rayonnements ont été travaillés par Pierre et Marie Curie, qui leur ont valu un prix Nobel en 1903 pour leurs travaux sur la radioactivité. Si vous vous rappelez tout ce qui a été dit dans le podcast sur Pierre et Marie Curie, vous savez aussi que le radium a été utilisé pour faire des radios, notamment pendant la guerre, avec les petites voitures mises en place par Marie. Et puis aussi, il y a eu ce qu'on appelait la curie-thérapie, ce qui va devenir de nos jours la radiothérapie, les rayons, si vous préférez. Quelque chose que Pierre et Marie Curie ont découvert aussi avec les sels de radium, c'est que les sels de radium, ils avaient cette lumière un petit peu magique qu'on peut voir sur l'affiche de Radioactive, le film qui a été inspiré de la vie de Marie Curie. Et puis, surtout, c'est que les tubes qui contenaient du radium étaient plus chauds. Et surtout, c'est qu'ils chauffaient, et ils chauffaient tout le temps. C'est-à-dire qu'au début, quand ils mettaient le radium en grosse concentration dans un tube, ils constataient un petit peu de chaleur, comme dans certaines réactions chimiques, mais là, même 5 semaines plus tard, le tube était toujours un peu plus chaud que l'extérieur. D'ailleurs, on peut retrouver ce qu'écrivait en 1903 Pierre Curie, avec un collaborateur qui s'appelait Monsieur Laborde. Vous pouvez aller sur le net retrouver cette publication. Bon, c'est une retranscription, c'est-à-dire que là, c'est pas la version papier. C'est un des travaux de Pierre Curie qui s'appelle « Sur la chaleur dégagée spontanément par les sels de radium ». Alors j'ai fait une petite sélection, et voilà ce qu'écrit Pierre Curie en 1903. Nous avons constaté que les sels de radium dégagent de la chaleur d'une manière continue. Une telle quantité de chaleur ne peut s'expliquer par une transformation chimique ordinaire. Pour lui, cette transformation doit être de nature plus profonde et doit être due à une modification de l'atome de radium lui-même. L'énergie mise en jeu dans la transformation des atomes serait extraordinairement grande. Et oui, on est à cette époque où Rutherford découvre que toute la masse est concentrée dans le noyau. Bref, on commence à se rendre compte qu'il y a des grosses forces atomiques dans le noyau et on va chercher à les libérer. Une équation qui permet de savoir combien il y a d'énergie dans les noyaux atomiques, c'est l'équation la plus célèbre du monde. Je crois que tout le monde la connaît, cette équation, même si très peu de personnes comprennent ce que ça veut dire réellement. Cette équation, c'est évidemment E égale mc2. Ici, sur ce petit dessin, on voit tout un tas de calculs absolument illisibles, et pourtant qui sont de vrais calculs de physique, mais on voit surtout l'expression d'un noyau atomique, et à côté E égale mc2. Alors j'ai choisi cette image, qui est rigolote. C'est une sculpture qui a été exposée à Berlin en 2006 et qui rend hommage à cette célèbre équation E égale mc2. Alors qu'est-ce que ça veut dire, E égale mc2? Ça veut dire que le E, c'est l'énergie libérée. M, c'est la masse détruite dans les noyaux atomiques quand un noyau éclate. Et cette énergie, elle est donc proportionnelle à la masse et au carré de la célérité de la lumière. La célérité de la lumière, et on voit le petit 2 en exposant au carré. Alors pourquoi c'est très grand, cette énergie? C'est surtout parce que, déjà, qu'est-ce que ça veut dire célérité? Célérité, c'est un vieux mot qui veut dire grande rapidité dans le geste et dans l'action. Et en physique, c'est la vitesse de propagation d'une onde. C'est la vitesse de quoi, la célérité de la lumière? C'est la vitesse de la lumière, tout simplement. Ici, vous avez sa valeur dans le vide, dans l'air et surtout dans l'eau, elle va moins vite. C'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, soit 300 000 km chaque seconde. Plus de 7 fois et demi le tour de la Terre toutes les secondes. Si on met cette vitesse au carré, on arrive à ce nombre absolument énorme, gigantissime, titanesque, 9 fois 10 puissance 16, c'est-à-dire quasiment 10 puissance 17, c'est-à-dire un 1 et 17 zéros derrière. Voilà. C'est pour ça que l'énergie atomique est très grande, à cause de ce facteur-là, de proportionnalité, C au carré. Qui a popularisé cette équation la plus célèbre du monde? C'est Albert Einstein, qu'on voit ici, avec Marie Curie au bord du lac Léman, en train de parler
Albert Einstein, tout célèbre qu'il soit, avait une énorme admiration pour Marie Curie. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que cette proportionnalité entre la masse et le carré de la vitesse a été, pour la première fois, surtout pointée par le mathématicien, physicien et philosophe français Henri Poincaré, qu'on voit ici dans son bureau. C'est lui qui fut le premier à établir cette relation. Mais c'est Einstein qui l'a surtout utilisé dans ses travaux sur la relativité restreinte qui vont le rendre célèbre dans le monde entier. À partir de là, on sait que dans les noyaux des atomes, il y a énormément d'énergie. On va chercher à la libérer. Notamment, les plus gros progrès vont être faits pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la course à la bombe atomique. Les seuls pays, pendant la Deuxième Guerre mondiale, capables de faire des recherches pour aller jusqu'à la bombe atomique, ce sont les États-Unis et l'Allemagne. L'Angleterre n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir le faire, le Japon n'a pas l'avance technologique pour pouvoir le faire, et la France, excusez-moi, est KO debout après l'attaque en 1940. Les USA, eux, ils vont mettre le paquet pour pouvoir être les premiers, parce qu'ils ne veulent surtout pas que Hitler, évidemment, tombe sur cette arme effroyable. Et ils vont se doter d'un programme secret d'envergure, ça veut dire que c'est un programme qui va demander énormément d'efforts, qui s'appelait le projet Manhattan. Vous allez me dire quel est le rapport entre Manhattan et la bombe atomique? Aucun. C'est normal, le projet doit rester secret, donc il faut que son nom de code n'ait rien à voir avec le sujet dont il traite. Pour faire les bombes, on va choisir les noyaux les plus lourds qu'on connaisse, les plus instables, l'uranium ou le plutonium. Et on va concentrer cet uranium et ce plutonium dans leurs isotopes les plus instables. C'est ça qui est très difficile à faire encore de nos jours, c'est d'avoir justement cet uranium et ce plutonium suffisamment enrichi pour que ça puisse exploser. Ici, on voit quelques images du premier test de bombe atomique. Le premier test, ils l'ont appelé, les Américains, le test de la Trinité, le Trinity Test. Pour ceux qui font un peu de catéchisme, la Trinité dans la religion catholique, c'est le Père, Dieu, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit, quelque chose d'un petit peu mystérieux qui lie tout le monde ensemble. Le nom de la charge, parce que les charges atomiques sont tellement extraordinaires qu'elles portent chacun un petit nom, c'était Gadget, et ça a explosé en juillet 1945. Alors on voit la charge ici atomique, Gadget, à côté d'un des responsables du programme Manhattan. Et là, ici, on voit les 25 premiers millièmes de seconde de l'explosion qui ont été prises par des appareils photo ultra rapides. Et puis là, le premier champignon atomique de l'histoire de l'humanité, c'était le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique. Il y a deux façons de libérer les forces nucléaires. La première façon, c'est celle qu'on vient d'expliquer, c'est celle qui a mené à la première bombe atomique. Ça va être de casser les gros atomes. Alors comment on fait? On concentre les gros atomes les plus instables. Donc pour l'uranium, on choisit son isotope 235. L'uranium normal, c'est le 238. 235, 238, ça correspond au nombre de nucléons qu'il y a dans les noyaux, au nombre de petites billes ici. Tout le monde comprend là qu'ici le rouge, ce sont les neutrons, les bleus, ce sont les protons. L'uranium 235 a 3 neutrons en moins, donc il est plus instable. Si jamais il se fait frapper par un neutron, il se casse en deux, libère énormément d'énergie, et envoie 3 neutrons tout azimut. Si ces neutrons arrivent jusqu'à d'autres atomes instables d'uranium 235, ils vont les casser, et eux aussi vont enclencher 3 neutrons. Donc vous voyez, un neutron va enclencher 3 neutrons, puis 9 neutrons, puis 27, etc. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Comment ça marche les réactions en chaîne? Alors, on peut voir plusieurs documents que je vous ai sélectionnés. Vous pouvez aller sur le site Wikipédia du Trinity Test, le nom de code de la première arme atomique. On voit où est le Nouveau-Mexique, où a eu lieu le test, quelques cartes. Je vous conseille aussi d'aller voir la version en anglais, qui est beaucoup plus complète, c'est normal, c'est un test américain. Pour voir justement
une animation montrant la fission dans les noyaux d'uranium, je vous propose cette petite vidéo que j'ai sélectionnée, qui est ici, et qui va vous montrer des petites animations pour expliquer justement cette réaction en chaîne de manière plus dynamique. Vous écouterez ce que dit la dame, et là ici on a des animations qui montrent les noyaux qui vont pouvoir se casser et casser les voisins. Notamment ici. C'est une image, évidemment, parce que les noyaux, normalement, ne sont pas côte à côte. Ici, ils sont entourés de plusieurs coques d'électrons. Encore une fois, c'est un schéma, c'est très difficile de montrer en réalité ce qui se passe au cœur de la matière. Là, ici, vous avez, sur la petite vidéo, on parle des cœurs des réacteurs nucléaires, parce que, évidemment, la réaction nucléaire a lieu aussi dans les centrales et pas seulement dans les bombes. La seule différence, c'est que dans les centrales, on essaye d'empêcher que la réaction ne s'emballe. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait moins de neutrons qui soient éjectés à chaque fois pour éviter qu'il y ait une énergie qui augmente de manière exponentielle. Je vous propose une petite animation pour montrer le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Donc il suffit de copier ici, d'ouvrir un nouvel onglet, coller là. Comme tout le temps, quand il y a des animations flash, n'oubliez pas d'autoriser l'animation pour qu'elle puisse avoir lieu. Et là, vous avez une petite animation qui montre comment fonctionne une centrale nucléaire. Donc vous avez la fission des atomes, qui est dans le circuit primaire, qui a lieu ici. Les atomes d'uranium chauffent parce qu'ils rentrent en fission. Il y a une réaction en chaîne, mais contrôlée, qui ne peut pas partir en explosion, rassurez-vous. Et on contrôle comment cette réaction en chaîne avec des barres de contrôle qui vont plus ou moins absorber les neutrons. Cette eau chaude va entrer dans une sorte de grosse cocotte minute qui va faire tourner un deuxième circuit d'eau chauffée. C'est ce circuit-là qui va faire tourner la turbine et l'alternateur. Et enfin, pour que le circuit tourne, il faut refroidir un moment. C'est le rôle de ces grands aéroréfrigérants que l'on voit dans les centrales nucléaires. C'est souvent couplé avec aussi ces tuyaux-là trempent dans les fleuves ou les rivières avoisinantes pour aider au refroidissement. Ici, l'eau est très radioactive, c'est pour ça que le circuit est fermé et est situé dans l'enceinte de confinement du réacteur. Là, entre le générateur de vapeur et la turbine, l'eau est très peu radioactive, mais il reste toujours quelques petites traces. Dans le circuit vert, il n'y a plus rien. Voilà. Si vous mettez votre souris sur les différents éléments, vous voyez qu'il y a les noms qui s'affichent. Est-ce que je voulais vous montrer d'autres... vous pouvez voir ici une animation de la réaction en chaîne avec les petites étapes, la division du noyau, qui donne deux petits noyaux et donc deux petits atomes qui sont très radioactifs, c'est ce qu'on appelle les produits de fission. Quand on casse un noyau, évidemment ça libère de l'énergie, c'est le but, on ne casse pas les noyaux pour se faire plaisir. Et là, ici, on voit une petite animation qui montre la propagation de ce qu'on appelle la fission. Donc, fission, un mot proche, ça serait la fissure. On casse les gros atomes. La prochaine fois, on verra une autre manière de libérer les forces atomiques. Ce document, imprimez-le, collez-le côté court. Relisez-le, essayez de vous auto-tester pour restituer au moins 4 ou 5 informations qui sont contenues dedans. Tout n'est pas important, mais bon, tout est bon à savoir, notamment ici, là. On est dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est votre programme en histoire. Si vous pouvez sortir au brevet quelque chose sur cette partie-là de la Seconde Guerre mondiale, ça peut être intéressant. Ici, vous avez ce que je vous ai montré en animation, mais sur papier, là, avec cette propagation des réactions en chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, travaillez bien, soyez sages, et à bientôt!